Bienvenue à tous. Tout d'abord, un immense merci aux orateurs qui ont rendu possible cette soirée dédiée à la prise en charge du cancer du sein. En première partie, Magali Lacroix-Triqui nous rappellera l'importance du rôle du pathologiste dans la décision, l'évaluation du diagnostic du cancer du sein à un stade précoce. En deuxième partie, Paul Cotu nous présentera les grands axes et la genèse du nouveau référentiel Cénorif, dont il est le principal coordinateur. Et enfin, Didier Bourgeois exprimera donc le point de vue du chirurgien face à la mouvance et au caractère extrêmement hétéroclite de l'environnement des signatures génomiques aujourd'hui en 2021. Et en conclusion, eh bien, les questions qui n'auraient pas été traitées au cours de la réunion le seront. Voilà, je passe maintenant la parole à Magali. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc j'ouvre le bal. Ça commence toujours par un pathologiste de toute façon, hein. On est d'accord. Donc je vais vous parler de l'évaluation du pronostic du cancer du sein. Donc il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Je vais juste faire un petit focus sur quelques éléments un peu nouveaux. Et puis bien sûr, je parlerai des signatures génomiques puisque c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Alors, en histopathologie, que fait la NAPAT dans son petit bureau? Donc, il va vous fournir tous les éléments du diagnostic et puis tout un tas de critères qui vont vous aider à établir le pronostic. Ces critères classiques sont la taille tumorale, le statut ganglionnaire, le type histologique, le grade, la présence de TILS. Ça, c'est un marqueur un biomarqueur pronostic qui est assez récent. La présence d'emboles, les marges d'exérèse et puis des biomarqueurs phénotypiques, donc le statut des récepteurs hormonaux, RERP, HER2, le KI67 et puis donc les signatures génomiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans tout ça? En fait, c'est neuf, mais plus tellement maintenant, ça a quand même maintenant 2 ans. Donc, on a eu une nouvelle classification OMS qui a été publiée en 2019, qui est arrivée en France début 2020. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite Bible des pathologistes? La mise à jour des types histologiques avec un reclassement d'un certain nombre d'entités. On a par exemple des entités qui étaient des types spéciaux comme le carcinome médulaire qui sont maintenant reclassés comme des variants du sous-type principal sans type spécifique. On retrouve aussi certains variants rares qui ont été reclassés en simples variants. On a tout un chapitre dans ce livre sur les tumeurs neuroendocrines qui suit un peu la classification internationale des tumeurs neuroendocrines. Et puis on a l'apparition de nouvelles entités, des tumeurs très rares, notamment dans les phénotypes triple négatifs. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Pour ce qui est du grade, qu'est-ce qui était nouveau dans cette petite Bible, mais qu'en fait beaucoup de pathologistes français avaient déjà intégré, c'était le fait que dans le grade de Elston et Ellis, le compte des mitoses doit être indexé à la taille du champ en millimètres carrés, avec tout un système d'ABAC pour ne pas se tromper dans le score mitotique. La classification de l'OMS, pour la première fois, souligne l'importance des TILS en tant que facteur pronostic. J'y reviendrai. Quelques petites nouveautés pour les biomarqueurs oncotéranostiques, les récepteurs hormonaux et HER2. Et puis un petit point dans les signatures moléculaires et le KI67, j'y reviendrai. Alors, rapidement, les TILS, vous savez que c'est un facteur pronostic essentiellement dans les tumeurs triple négatives et HER2 positives. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la maladie RH+, HER2-, on connaît, c'est beaucoup moins clair en fait, ce serait même plutôt de mauvais pronostics, en tout cas en néoadjuvant. Et on a récemment un très joli papier de l'équipe de Curie qui a montré que les TILS dans le sous-type lobulaire étaient plutôt de mauvais pronostics, je vais vous en reparler. Les TILS, c'est aussi prédictif de réponse complète en néoadjuvant et on a des recommandations de lecture par un groupe international qui sont maintenant très très bien établis sur les critères pour faire la lecture des TILS. Alors, le papier de Curie, donc ça m'a paru intéressant de vous le rappeler. Donc, c'est un papier qui est sorti l'année dernière. Donc, sur les sous-types lobulaires, vous voyez 459 cas inclus dans cette étude. Et ils ont regardé les TILS avec soit pas du tout de TILS, soit des TILS plutôt très faibles à moins de 5% ou maximum 5%,
soit ce qu'ils ont appelé des lobulaires avec, assez riches en TIL, avec au moins 5%, enfin plus de 5% de TILs dans ces formes-là. Et ce qu'ils ont observé, c'est que la présence de TILs, qui est quand même assez rare dans les lobulaires, puisque finalement ça représente que 35 cas sur les 459, c'est associé à un âge plus jeune, à une taille tumorale plus importante, à un statut ganglionnaire positif, à un score de pronostic index de Nottingham plutôt de mauvais pronostic, un statut HR2 positif. Et puis en anapath, ça c'est corrélé à la présence de caractéristiques nucléaires un peu particulières, avec notamment des binucléations. Et puis surtout, ce qu'on voit sur les courbes de survie à droite, la présence de TILs, donc à plus de 5%, est associée à un mauvais pronostic dans les carcinomes lobulaires. Donc quelque chose qu'il faut commencer à pister. Et moi, je vous invite, même si c'est une tumeur RH+, HER2-, à toujours évaluer les TILs sur vos pièces opératoires. Pour les récepteurs hormonaux, on a eu une grosse mise à jour qui a été faite en 2020 par l'ASCO, qui nous concerne en fait peu, puisque en France, on était pour le coup un peu avant-gardiste en ayant déjà un cut-off de positivité à 10%, mais vous savez que les Américains utilisent un cut-off de positivité à 1%, et donc ils ont fait cette update pour pouvoir statuer sur les cas excessivement rares de tumeurs RE faibles, c'est-à-dire avec des récepteurs aux oestrogènes exprimés dans 1 à 9% des cellules tumorales. C'est très rare, c'est largement moins de 5% dans la littérature. Dans une étude de GEFPIC, c'était même moins de 2% des cas qui sont comme ça avec des RE très faibles. Et en fait, on a tout un tas de littérature maintenant qui montre que ces tumeurs, elles sont plutôt, sur le plan transcriptomique, elles se rapprochent plutôt des triples négatifs, des tumeurs RE-, et qu'on a des données limitées sur le bénéfice de l'hormonothérapie dans ces tumeurs. Donc, on les considère comme une catégorie RH faible, avec un commentaire pour l'ASCO sur le bénéfice de l'hormonothérapie dans ce sous-type. Pour HER2, il n'y a pas eu grand-chose. Les dernières recos datent de 2018. Juste, je voulais vous signaler, c'est un petit cocorico un peu personnel, les recommandations du GEFPIX qu'on vient enfin de publier pour la mise à jour de l'évaluation du statut HER2 dans les cancers du sein. Donc, il y a... disons, on a repris bien sûr les recommandations de l'ASCO 2018, avec cependant une grande partie de notre travail de recommandation qui porte sur la nouvelle catégorie HER2 faible, qui va être de plus en plus importante à regarder pour les nouvelles thérapies ciblées, telles que le trastuzumab deruxtecan par exemple. Et donc, dans le GEFPIX, on a longuement discuté sur la façon de présenter nos résultats. On vous fournit dans cet article, bien sûr, nos algorithmes qui ressemblent beaucoup à ceux de l'ASCO, bien évidemment, avec la catégorie HER2 faible clairement identifiée. Des algorithmes donc pour l'immunohistochimie et pour l'hybridation in situ. Et on précise tout le circuit technique qui est associé à ces HER2 faibles et la façon dont on doit rendre le résultat dans le compte-rendu, puisque maintenant, dans le compte-rendu, il faut vraiment préciser si c'est un score 0, si c'est un score 1 croix ou 2 croix non amplifiées pour pouvoir identifier cette nouvelle catégorie qui va devenir de plus en plus importante. Pour ce qui nous intéresse ce soir, les tumeurs RH+, HER2-, vous savez que classiquement, on les classe en deux grandes catégories. On aime bien ce qui est binaire. Donc, on avait les luminales A, plutôt de bas grade, avec des récepteurs hormonaux très fortement exprimés, surtout récepteurs des oestrogènes et récepteurs de la progestérone, et un index de prolifération très faible, donc des tumeurs plutôt peu agressives. Et les luminales B, plutôt de grade élevé, avec une expression du récepteur de la progestérone plus faible, voire carrément négative, et un index de prolifération plus élevé. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que cette distinction dans le groupe RH+, HER2-, n'est pas aussi simple, et qu'en fait, dans les tumeurs RH+, HER2-, on a un véritable spectre lésionnel avec, c'est vrai, aux extrêmes, des tumeurs très peu proliférantes d'un côté et très fortement proliférantes de l'autre côté. Mais vous voyez qu'il y a au milieu tout un tas de tumeurs avec un spectre de prolifération intermédiaire. Donc difficile à classer entre luminal A et luminal B sur les simples critères morphologiques et phénotypiques. Donc c'est dans ce contexte que sont arrivées les signatures moléculaires. Là, je vous ai mis un tableau récapitulatif avec les principales signatures moléculaires.
Donc on a les signatures dites entre guillemets de première génération, parce que ce sont les premières qui sont apparues et qui ont le plus fort niveau de preuve. Donc la MammaPrint et Oncotype. Et puis ensuite, d'autres signatures qui sont apparues par la suite, et notamment la PAM50 qui est bien implantée en France et la signature EndoPredict également bien implantée en France. Comme vous voyez, toutes ces signatures moléculaires sont basées sur une technique de RT-PCR parce que c'est particulièrement adapté aux tissus fixés au formol. La signature MammaPrint était initialement développée pour du tissu congelé et a finalement été également adaptée aux tissus fixés en paraffine. Ces signatures vont donner un résultat soit sous la forme de catégories binaires bas risque versus haut risque, comme par exemple la MammaPrint, ou bien sous la forme de 3 catégories, bas risque, risque intermédiaire et risque élevé, comme par exemple pour Oncotype, on a la PAM50 qui est aussi dans ce cadre-là, EndoPredict étant plutôt binaire. Ce que vous pouvez voir, c'est que les panels de gènes sont particulièrement différents, même s'ils ont des redondances, notamment de fonctions. Ce qu'on peut noter également, c'est que certaines signatures intègrent des données cliniques, comme la PAM50 et EndoPredict, auxquelles on associe au score moléculaire une pondération avec la taille tumorale et l'envahissement ganglionnaire. Pour Oncotype, il y a aussi des papiers sur l'association du score moléculaire à des données cliniques, mais qui sont encore en cours de validation. Au niveau de la validation en termes d'essais cliniques, on a les 2 premières signatures qui ont été largement validées dans des essais prospectifs, donc main d'acte pour la MammaPrint, et puis pour Oncotype, on a eu d'abord Telorix dans les N-, et puis de façon très récente, R-Exponder dans les N+. Alors que les autres signatures sont quand même globalement moins validées dans des essais prospectifs. Alors, on va parler un peu plus de la signature Oncotype. Donc, elle est faite à partir de 21 gènes sélectionnés qui sont dans la voie du récepteur des estrogènes, de prolifération, d'invasion, des gènes de référence, des gènes HER2. Donc, 21 gènes, c'est un test de RT-PCR avec une technique qui est centralisée. Donc, on envoie l'échantillon aux États-Unis. Et le résultat nous est rendu sous une dizaine de jours sous la forme d'un rapport très complet dans lequel on retrouve le récurrence score qui nous indique donc la catégorie bas risque, risque intermédiaire, haut risque, le bénéfice du traitement adjuvant et le risque de rechute métastatique à 10 ans. Alors, Oncotype a été validé donc, dans un essai d'abord, ce qui a été d'abord publié, c'est l'essai Telorix pour les N0, avec la première publication qui a concerné uniquement le bras A de l'étude. Alors, en fait, dans cette étude, les patientes avaient un test Oncotype et ensuite, en fonction du recurrence score, si le recurrence score était très faible, elles avaient de l'hormonothérapie, donc inférieur à RS, inférieur à 11, hormonothérapie seule. À l'extrême opposé, si le RS était supérieur à 25, elles avaient chimiothérapie et hormonothérapie. Et dans le groupe intermédiaire, donc entre 11 et 25, elles étaient randomisées hormonothérapie versus chimiothérapie plus hormonothérapie. Donc la première publication a concerné le bras hormonothérapie seul, donc les bas risques, et confirmé que les tumeurs de bas risque sont de bas risque, avec une excellente survie à 5 ans, très peu de rechutes. Vous voyez qu'on a quand même on a certes des grades 1, mais on a aussi des grades 2 dans cette catégorie de très bas risque. On a eu ensuite la publication du bras intermédiaire de Telorix avec la randomisation, donc pour les catégories intermédiaires entre hormonothérapie seule ou hormonothérapie plus chimiothérapie. Et là, ce que cette étude a montré, c'est que l'hormonothérapie seule pour ces catégories intermédiaires n'était pas inférieure à une association hormonothérapie plus chimiothérapie, donc plutôt en faveur d'une désescalade pour ce qui est de la rechute invasive, loco-régionale à distance et même de la survie globale. Avec cependant un petit bémol en fonction de l'âge, et maintenant les signatures génomiques d'une manière générale, c'est ce qu'on a intégré aussi dans le référentiel, s'interprète beaucoup avec la notion d'âge, puisque cette étude a montré un certain bémol en fonction de l'âge, puisque pour les patientes non ménopausées, avec un âge inférieur à 50 ans,
et un risque intermédiaire, donc un RS entre 16 et 25, qui avait quand même un petit bénéfice en faveur de la chimiothérapie. Donc plutôt en faveur d'une désescalade, mais plutôt réservé, enfin plutôt clair pour les patientes ménopausées. Et puis donc l'année dernière, nous avons eu les résultats de l'étude avec Oncotype dans cette fois-ci les patientes avec un N+, donc 1 à 3 ganglions envahis, une étude à laquelle beaucoup de centres français ont participé. Donc il y avait 5000 patientes incluses avec un récurrence score inférieur ou égal à 25 et elles étaient randomisées en chimiothérapie versus hormonothérapie. Et là, ce que montrent ces résultats, c'est que chez les femmes ménopausées, donc c'est la courbe de gauche, il n'y a clairement pas de bénéfice d'une chimiothérapie dans ces catégories, donc RS inférieur ou égal à 25. Alors que chez les patientes préménopausées, il y a quand même un bénéfice de la chimiothérapie qui persiste pour ce groupe-là. Alors attention, hein, dans RxPonder, pour l'instant, ce sont des données avec 5 ans, enfin essentiellement à 5 ans de recul qui ont été présentées. Et donc, pas de bénéfice de la chimiothérapie adjuvante chez la femme ménopausée, avec un cancer du sein, RH plus HER2-, 1 à 3 N+, et un récurrence score inférieur ou égal à 25. Donc, fort de ces résultats, hein, puisqu'on a quand même 2 grands essais prospectifs qui valident cette signature, le niveau de preuve pour Oncotype est de niveau 1A, MammaPrint également 1A, alors que les autres sont de niveau de preuve plutôt 1B. Alors, à Gustave Roussy, pour vous présenter un peu notre expérience avec Oncotype, puisque depuis les résultats de San Antonio, on commence à prescrire des Oncotype. Donc la mise en place a été relativement simple. J'ai quand même dû écrire une procédure de demande pour faire le circuit. Toutes les demandes se font sur le site, sur un site web. Point important à souligner, il faut un consentement patient. Au moment où on fait la demande sur le site web, on nous demande de cocher qu'on a le consentement de la patiente pour faire ce test. Donc à Gustave Roussy, vous voyez qu'on a fait un formulaire de demande d'autorisation qui est transmis aux patients. L'enlèvement, donc on prépare les lames blanches qu'on met dans des petites boîtes, dans des espèces de kits. Et puis ensuite, l'enlèvement se fait par FedEx. On est notifié par mail du résultat et on peut à tout moment se loguer sur le site pour voir où en est notre demande, la date attendue du résultat et bien sûr télécharger de façon sécurisée le rapport de résultat. En termes de facturation, ça rentre toujours sous le cadre du RIHN, à la nomenclature N537. Et je vous rappelle que suite aux recommandations de l'HAS qui dataient de 2019, et pour l'enregistrement dans le cadre du RIHN, il est important de remonter nos données de signature génomique. Et donc, à Gustave Roussy, on est des bons élèves. Donc, on a une petite base de données où on rentre tous les cas qu'on a faits, de façon bien sûr anonyme, pour pouvoir ensuite les remonter à l'HAS pour l'enregistrement dans le cadre du RIHN. Alors, depuis décembre 2020, on a fait à peu près 118 tests. Les résultats, on les a en 10 à 13 jours. Donc là, vous avez les délais de rendu à droite. Donc en haut, à Gustave Roussy et en bas, la moyenne nationale. Donc on est plutôt pas mal. En bleu, c'est ce qui prend quand même pas mal de temps. En fait, c'est le temps que la NAPAD fasse son compte-rendu. Donc le temps entre la chirurgie et la demande. La demande étant effectuée en RCP, en fait, c'est un peu plus que le temps du compte-rendu à NAPAD. Hein. C'est le temps que la patiente passe en RCP et qui y ait enclenché la prescription de tests. Ensuite, en orange, enfin les deux colonnes orange, c'est entre le moment où je fais la prescription et le moment où j'ai le résultat. Donc en gros, c'est 10 à 13 jours. Donc pour nous, c'est la RCP, bien sûr, on suit les recommandations de l'HAS, c'est la RCP qui déclenche la prescription de tests Oncotype. Je reçois le jour même de la RCP ma liste de patientes pour lesquelles j'ai cette demande et ensuite je peux enclencher la préparation des lames et faire la demande sur le site internet. Et les envois chez nous sont groupés une fois par semaine. 2 jours après la RCP, on a tous les cas, tous les tests qui sont enlevés. Alors, quelles sont les caractéristiques de nos patientes? On a bien sûr une large proportion de patientes ménopausées. 64% de nos patientes étaient ménopausées. Vous voyez la pyramide des âges en bas.
Bien sûr, une majorité de canalaires infiltrants, suivis par les lobulaires, après des mixtes et puis des petites choses un peu surprenantes des fois, mais aussi des types histologiques spéciaux, par exemple des micropapillaires. Bien sûr, une grande majorité de grade 2, puisqu'on suit les recommandations de l'HAS. Et puis, bien sûr, toute RH+, RE+, dans tous les cas, RP quand même assez fort, hein, puisqu'on avait quand même 85% des cas qui étaient positifs, HR2-, bien sûr, tous. Et vous voyez qu'on est bien dans la catégorie de tumeurs intermédiaires, puisqu'on a un KI médian qui est tout à fait au cut-off, à 20%. On avait une majorité de PN0, mais on a quand même, bien sûr, un peu plus de PN1, puisqu'on suit maintenant ce qui a été dit suite à la présentation de R-Expander. Donc, on a quand même 41% de patientes avec envahissement ganglionnaire. Et dans ces 41%, il y a 13% de micrométastatiques. La taille médiane tumorale, 18 mm, avec les extrêmes 8 à 55. On avait quand même des tumeurs multifocales. Et ensuite, en termes de stade, donc vous voyez une majorité de PT1C N0 et de PT2 N0, et puis des petits envahissements ganglionnaires PT1C N1. En termes de résultats, quand on regarde sur la population globale, en fusionnant quel que soit l'âge, on voit qu'on a quand même une majorité de risques intermédiaires, le risque intermédiaire étant entre 11 et 25, 61% de risque intermédiaire, 30% de risque faible avec un RS inférieur à 11 et 9% de risque élevé avec un RS supérieur à 25. Ce qui nous intéresse plus, c'est, je vous ai dit, on réfléchit en termes d'âge. Donc chez les patientes ménopausées, ça représentait 70 patientes. Vous voyez qu'on a une grande majorité de récurrence score inférieure à 25, donc une grande majorité de désescalade vis-à-vis de la chimiothérapie. Alors que chez les patientes non ménopausées, la situation est un peu différente puisqu'on a plutôt... Alors le cut-off pour les patientes ménopausées est différent. On utilise le cut-off de 11 suite en fait à Taylor-X. Et donc vous voyez qu'on a quand même 68% de patientes qui sont considérées avec un RS supérieur à 11 et donc pas de désescalade. Donc une majorité de chimiothérapie adjuvante chez les non ménopausées malgré la réalisation du test. Et on a eu quand même 3 patientes qui, même avec l'appui de la biologie moléculaire pour leur dire qu'elles avaient vraiment besoin de chimiothérapie, ont refusé la chimiothérapie. Ça, c'est un peu un impondérable. Alors, comment se présente le rapport ? Alors, c'est un rapport qui est assez long, qui fait 4 ou 5 pages. En fait, vous avez une page de récapitulatif qui vous donne le recurrent score, puis après le risque de récidive à distance à 9 ans, et puis le bénéfice de la chimiothérapie. Pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que, en fait, l'étude R-Expander n'étant pas encore publiée, le rapport n'est pas tout à fait à jour. Vous voyez que dans les chiffres de droite, vous avez en dessous les études sur lesquelles s'appuient ces calculs. Donc, par exemple, ici, la Transattack et la SFOG, c'était une patiente avec envahissement ganglionnaire. Il n'y a pas encore de prise en compte réelle de l'étude R-Expander puisqu'elle n'est pas encore publiée. Néanmoins, la première partie du rapport vous récapitule les résultats de R-Expander pour que vous voyez sur quelle base on fait notre raisonnement. Et donc, cette patiente, elle était ménopausée, elle était avec envahissement ganglionnaire. Ce n'était pas une micrométastase, c'était une macrométastase. Vous voyez, vous retrouvez votre statut ganglionnaire tout en haut du rapport. Et donc, elle avait un RS à 24, donc plutôt pour une désescalade, pas de chimiothérapie. Et puis, en dessous, vous avez le statut des récepteurs hormonaux et de HER2 que nous, personnellement, on ne regarde pas. Donc, en conclusion, le socle pronostic ANAPAT, je vais prêcher pour ma paroisse, bien sûr, il est ultra solide, ultra important. Les types histologiques, on se base sur la dernière classification de l'OMS. Le grade, attention à votre ABAC de mitose. La taille, le PTNM, les emboles, les TILS maintenant, que je vous conseille de faire dans quel que soit le phénotype, parce que c'est comme ça aussi que vous apprendrez à lire les TILS. Les récepteurs hormonaux et HER2, donc HER2, je vous invite à aller télécharger notre publication du GEFPIX dans les annales de pathologie, et le KI67. Et puis on a maintenant donc ces signatures moléculaires pronostiques avec un niveau de preuve élevé, donc 1A pour Oncotype et Mamaprint ou 1B pour Endoprédict et PAM50. Elles sont inscrites dans le RIHN, donc attention, pensez à remonter vos données tous les ans, et elles sont bien sûr recommandées pour les risques intermédiaires, et Paul Cotu vous parlera de ce qu'on a écrit dans le référentiel Cénorif.
Pour ce qui est donc au Type DX, le circuit externalisé a été assez facile à mettre en place. Pensez qu'il faut recueillir le consentement patient. Toujours penser à faire vos remontées RIHN. Et puis attention, c'est quelque chose qu'il faut communiquer avec vos cliniciens. Il faut faire attention de ne pas faire de gaffe sur les cut-offs, puisqu'il y a des cut-offs différents en fonction du statut ménopausique ou non ménopausique. Donc pour les ménopausés, la désescalade se fera pour un RS inférieur à 26, alors que pour une non ménopausée, il faudra que le RS soit inférieur à 11. Donc il faut faire attention dans ce qu'on écrit dans la RCP, de ne pas se tromper de cut-off. Et puis on attend avec impatience la publication de l'étude RX Ponder. Et j'ai terminé. La question est sur les TILS et comment ils sont intégrés dans la décision thérapeutique. C'est ça la question. Alors, les TILS, déjà, pour ce qui est du néoadjuvant, je dois reconnaître que les recommandations internationales du groupe de travail sur les TILS précisent que les TILS sont évalués de façon optimale sur pièce opératoire. Donc, en situation néoadjuvante, pour l'instant, c'est plus dans le cadre d'essais. Moi, j'ai plutôt tendance à faire les TILS de façon systématique sur la pièce opératoire, parce que là, on a vraiment toute la surface tumorale et on sait que les TILS, c'est très hétérogène dans la distribution. Donc, on est plus exact sur pièce opératoire. Sur biopsie, les rares cas où je le fais, c'est quand j'ai un phénotype triple négatif. Des fois, ça peut aider un peu le clinicien et l'oncologue, des fois, me demande quels sont les TILS pour une triple négative, notamment quand elles hésitent peut-être entre partir sur un néoadjuvant ou sur une chirurgie d'emblée. Mais après, disons que même les recommandations, si on prend par exemple aussi les recommandations de l'ESMO, toutes insistent sur le fait que les TILS prennent une place de plus en plus importante, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de décision actée sur les TILS. Donc on le précise dans le compte-rendu, on sait que c'est un facteur pronostic, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est actée sur ce résultat, de façon formelle. Et le cut-off de 5%, c'est unique, c'était exploratoire dans l'étude de Curie sur les lobulaires. Parce que 5%, ce n'est pas beaucoup de TILS. Les cut-offs qui sont utilisés dans les triples négatifs, c'est plutôt 20%. Au-delà de 20%, c'est beaucoup de TILS dans une tumeur triple négative. Alors en fait, j'ai cherché aussi un peu d'où venait ce cut-off. Et pour moi, il vient de l'étude Taylor-X, en fait. Parce que dans Taylor-X, il y avait les trois catégories. Alors c'est vrai que quand on regarde les recommandations, notamment du NCCN, pour les non-ménopausés, c'est pas ce cutoff-là qui est utilisé, c'est plutôt 16 ou 15. Nous, dans Cénorif, on est parti sur 11 et la seule explication que je vois, c'est par rapport à Taylor-X avec cette catégorie de RS faible qui est inférieure à 11. Je sais que c'est pas... Alors peut-être Paul pourra... Justement, oui, on va en reparler dans une minute, mais non, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de minorer... Il s'agit quand même de minorer le risque de désescalade. Donc en dessous de 11, on est tranquille. On est sûr. On est tranquille. Au-delà de... Jusqu'à 10, quoi. 11 et au-delà, je ne sais jamais d'ailleurs. C'est jamais si c'est 10 inclus, 11 inclus, je me trompe. C'est 11 inclus, c'est ça. Donc 12 et au-delà, on rentre quand même dans une petite zone d'incertitude. Voilà, donc je vais en reparler dans un instant, mais c'est sans apporter de réponse définitive d'ailleurs, mais juste pour montrer le raisonnement, en fait, comment on a raisonné. C'est authentiquement difficile. Donc à un moment, il faut bien proposer une décision. Après, on est tous souverains dans nos décisions, mais ça donne une sécurité quand même d'emploi qui semble de bonne aloi, quoi. Mais c'est vrai que dans les recommandations américaines, c'est pas ce cutoff-là qui est écrit. Ils ont varié 11, 16, 18, ça a beaucoup varié pour des raisons parfois un peu obscures, c'est tout à fait juste. Ouais. Moi, j'ai une question. J'aurais aimé savoir comment, à Gustave Roussy, comment vous décidez, vous choisissez d'une signature plutôt qu'une autre. C'est quoi votre critère de décision ? On ne choisit pas, on n'en fait qu'une. C'est-à-dire que là, vous ne faites que... On ne fait que de l'oncotype. D'accord, donc vous ne faites pas du tout d'endoprédite. Les doubles circuits, c'est très compliqué. C'est surtout compliqué pour l'anapathe, en fait. Au niveau logistique, c'est un peu compliqué. Parce que ça fait 2 circuits. Donc, il faut qu'on réfléchisse au niveau de l'équipe technique, parce que ce n'est pas la même préparation, puisqu'il y a un test qui est externalisé. Donc, c'est des lames blanches qu'on met dans une boîte et qu'on envoie. L'autre test, il faut faire des copeaux, il faut extraire l'ARN, Donc
Donc pour nous, c'était compliqué de faire le double travail, surtout qu'il faut aller très vite pour minimiser au maximum le délai entre la prescription du test et le résultat de la signature, pour ne pas retarder les décisions de chimiothérapie. Donc nous, on a décidé de choisir qu'un seul test pour des raisons logistiques essentiellement. Après, il y avait aussi le fait que si on avait gardé 2 signatures, ça veut dire que le fait de faire un test local allait immobiliser un temps de technicien, notamment en biologie moléculaire, pour faire des tests en volume qui ne sont pas de volume suffisant pour justifier l'immobilisation d'un temps de technicien rien que pour la signature moléculaire. Donc au niveau logistique, on s'y est retrouvé, on a décidé de basculer, enfin de changer de signature et de garder une signature. Et quand tu dis changer, ça veut dire qu'avant, vous faisiez de l'endoprédic, et donc vous avez arrêté endoprédic pour repartir sur Oncotype. Okay. Non, on dit RE négatif, on utilise le cut-off français. RE négatif, mais on met toujours dans le compte-rendu la valeur exacte que l'on a trouvée, que le clinicien peut retrouver. Mais notre conclusion, c'est RE négatif. Juste pour que tout le monde entende, donc la question est quelle terminologie vous utilisez pour les RE entre 1 et 9, 1 et 9%. On les RERP. Pour HER2, c'est pareil. Alors, ça a été une longue discussion dans le GFPIX de savoir si on devait dire, dans notre conclusion, HER2 faible. On s'est dit que la thérapie ciblée n'était pas encore tout à fait là, qu'on était peut-être déjà un peu trop en avance, et que ça pouvait prêter à confusion. Donc, on est resté sur la terminologie classique HER2 négatif, HER2 positif. Mais quand on dit HER2 négatif, on doit rajouter derrière le score pour pouvoir faire la catégorie HER2 faible. Donc, on doit vraiment préciser si c'est un 1 croix ou un 2 croix non amplifié. C'est loin d'être trivial, parce que je dois reconnaître que quand on avait un HER2 négatif, qu'on voyait d'emblée que c'était un HER2 négatif, souvent on n'allait pas forcément chercher au fort grossissement ces petits marquages membranaires très faibles pour classer en 1 croix, puisque de toute façon, ça n'avait pas d'implication thérapeutique. Maintenant, ça en a une. Et je vous assure que là, j'ai fait une formation HER2 faible aujourd'hui. Il faut passer un peu plus de temps pour lire ces HER2 et bien aller au fort grossissement, chercher ce petit marquage membranaire qui va être classé en 1 croix. Supérieur à 10%. Alors, donc la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il faut faire... Pardon, la question est, faut-il rebiopsier, notamment pour cette histoire de statut HER2 intermédiaire, en cas de métastase? Alors, c'est toujours une question qui est ultra débattue. C'est vrai que entre le statut, le phénotype, entre la tumeur primitive et la métastase qui arrive des années après, c'est clair qu'il y a des changements de statut. On a fait des publications sur ce sujet. Néanmoins, c'est vrai que toutes les femmes ne peuvent pas avoir une biopsie de métastase. Donc, quand elles ne peuvent pas avoir de biopsie de métastase, on se fie sur le statut de la tumeur primitive. En revanche, s'il y a une métastase qui est facilement accessible, oui, à ce moment-là, le mieux, c'est de refaire le statut sur la métastase. Et à partir du moment où nous, à NAPAT, on reçoit un prélèvement métastatique, il est vraiment de bon augure de toujours refaire les récepteurs hormonaux et HER2 sur cette métastase. Systématique, ouais. Il ne faut pas se poser la question. Une autre question? Non? Alors, on va enchaîner. Alors, Georgia O'Keeffe. Donc, rebonjour à tous. Donc, Paul Cotus, je suis oncologue médical à Curie. Et donc, je vais, alors en quelques mots, vous retracer un peu l'aventure du référentiel, alors qui a changé de nom, donc tout récemment, là, il y a quelques semaines finalement, avec un affreux topo qui est un mélange de franglais et parce qu'il est issu de plusieurs présentations évidemment. Alors, en fait, d'où vient cette histoire de référentiel Île-de-France? Alors bien sûr d'un contexte général que vous connaissez comme moi, de multiples recommandations des sociétés internationales, essentiellement ASCO, ESMO, de certains groupes comme le NCCN, donc le groupe des centres de lutte contre le cancer américain. Et puis, plus récemment, en matière de cancer du sein avancé, les conférences ABC, donc Advanced Breast Cancer, qui ont, un peu comme Saint-Gallen finalement, de manière moins formelle, mais néanmoins utile, contribué à raconter ce qu'étaient les recommandations dans le cancer du sein au stade précoce et au stade avancé. Alors la France ne fait jamais rien comme tout le monde, comme vous savez, puisqu'on n'a pas réellement de référentiel national.
Notre cher Inca, à une époque, faisait des RBU qu'on n'utilise plus beaucoup, qui sont plus tellement mis à jour. Je ne parle pas des aspects technocratiques de la HS ou de la NSM. Et puis, vous savez qu'on fonctionne essentiellement sur la base de référentiels régionaux, parfois même moins régional que ça. Et c'était d'ailleurs notamment le cas en Île-de-France, où finalement, depuis 2011, et en tous les cas en 2011, le réseau Île-de-France, Oncorif, a, pour un tas de raisons d'ordre personnel et de fonctionnement interne au réseau, arrêté d'endosser la responsabilité du référentiel pour les cancers du sein en particulier. Et donc à cette époque-là, on avait déjà un petit document qui était un document commun, Curie-Gustave-Roussy et en tout petit peu Saint-Louis, mais surtout Curie-Gustave-Roussy, donc Ré-Magus, René Marie-Gustave, René Huguenin, Marie Curie et Gustave Roussy, qui est en fait la base sur laquelle on s'est appuyé pour élaborer les versions suivantes du référentiel. Et donc on a, et je pense beaucoup d'entre vous ici le savent, avec Suzette Delaloge, en fait, pris les choses en main en 2011, donc fait des réunions qui se trouvaient être à Curie à l'époque, où on a fait venir toutes les bonnes volontés, en fait, pour réfléchir à la manière dont nous allions procéder pour s'approprier ces référentiels, en sachant qu'ils n'auraient pas forcément de valeur officielle, mais que ça serait un document de travail sur lequel on pourrait s'appuyer, et les centres, en tous les cas franciliens avec qui nous travaillons, pourraient également s'appuyer. Et donc on a, comme ça, fait plusieurs versions successives, la V1 qui était la version d'origine, si vous voulez, une V2 de 3 années plus tard, et qui a commencé à être plus ample en termes de nombre de collaborateurs et puis de degré de précision dans la rédaction. Il y a une V3 qui a suivi, là aussi, qui a mis à profit la collaboration de nombreux centres en Île-de-France qui dépassent largement nos 2 centres de lutte contre le cancer et beaucoup d'institutions et publiques et privées, avec une expérience d'ailleurs de travail en commun et qui était vraiment tout à fait aussi chaleureuse que salutaire d'ailleurs. Et puis il y a une 4e version plus récente qui est une version beaucoup plus élaborée, qui est un peu plus de 100 pages, sur laquelle on s'est beaucoup appuyé depuis 2 ans, et on a bien senti qu'il fallait un petit peu accélérer le mouvement, et on sait qu'on est en retard en même temps parce que le temps passe trop vite, pour mettre à jour ces référentiels. L'autre idée, c'est qu'on a voulu aussi, au cours de l'évolution de ces documents de travail, aller au-delà, c'est-à-dire pas que le sein précoce et le sein tardif, mais toute la phase diagnostique, toute la phase de prévention et de dépistage, bien sûr tout l'après-cancer qui ont été détaillés de manière progressive, y compris d'ailleurs les pathologies mammaires bénignes qui ont été incorporées progressivement dans le référentiel. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, l'idée, bien sûr, c'est de mettre à jour les référentiels, enfin, nos recommandations existantes, en fait. Et donc, comme je vous disais, d'avoir un document qui est global et donc qui prend en compte, qui considère tous les aspects de la pathologie mammaire et du soin associé aux pathologies mammaires. Et l'idée, bien sûr, c'est d'en faire un document largement diffusé et utilisable. Alors qui n'a pas de valeur opposable au sens réglementaire du terme encore aujourd'hui, c'est une discussion toujours un petit peu compliquée. Et on a comme ça progressivement là aussi défini des groupes de travail, donc avec Suzette Delaloge à Gustave Roussy. Et je n'ai pas la prétention aussi d'être exhaustif, mais qui vous montre en fait l'ensemble des sujets qui ont progressivement été abordés. Et ça a supposé aussi qu'on fasse le lien avec d'autres référentiels, comme par exemple le référentiel d'oncogénétique ou femme à risque, selon la dénomination qu'on veut bien lui donner, avec des liens entre les deux, de manière d'abord à s'assurer de raconter à peu près les mêmes choses, et puis donc pas non plus faire 2 fois le même travail par les mêmes personnes. L'idée aussi, c'était progressivement d'implémenter des arbres de décision, parce qu'un document qui fait plus que X dizaines de pages, ça devient difficilement lisible et finalement pas très digeste. Donc c'est bien de pouvoir s'y référer. Et on a certainement d'ailleurs un travail de forme encore à mettre à jour sur le sujet. Et puis tout l'aspect référence, qui est difficile à implémenter. La mise à jour des références, c'est bien sûr un effort permanent, et on essaye d'être à jour. Et enfin, la nouveauté non négligeable de la version actuelle sur laquelle on va revenir, c'est qu'on a enfin, après quelques années de discussions autour soit d'une bière ou autre, réussi à travailler en commun avec l'assistance publique, ce qui est donc une excellente nouvelle. Et donc, le groupe SAIN, entre guillemets, l'assistance publique représenté par Joseph Ligorov. Et on a, pour la version actuelle, en fait, vraiment réussi à travailler en commun. Donc, avec plusieurs principes qui nous guidaient déjà, mais qui ont vraiment continué à nous guider.
Le premier, c'est la notion de marche en avant, c'est-à-dire qu'on part de la maladie la plus précoce possible, voire l'absence de maladie, diagnostic, prévention, dépistage, en allant vers le sein précoce, les options de néoadjuvant, le sein avancé bien sûr, et puis bien sûr l'après-cancer. Le caractère pluridisciplinaire, ça va sans dire, mais je pense qu'il faut en permanence évidemment le répéter. Donc les arbres de décision, je l'ai dit, et puis les nouveaux chapitres que j'ai déjà un peu évoqués. Alors voilà à peu près comment ça se passe. Donc ça prend du temps, hein, tout ce travail. Donc pour la version actuelle, hein, qui est la version 5, donc qui est la version 2021, qu'on a qualifié 2021-2023, parce qu'on est un peu prudent. On imagine bien que 2022, ça va pas être facile. Vous voyez, en gros, c'est un an, enfin 8 mois de travail. Donc avec une première réunion, alors en plein Covid, hein, donc ça veut dire qu'on est, comme beaucoup d'entre nous ce soir, un peu à distance derrière nos écrans, et vous imaginez bien qu'une réunion à 80 personnes, c'est pas toujours facile, hein, derrière les écrans, donc soit celui qui crie le plus fort qui a raison, sinon il faut être un peu chef comme ça, c'est pas toujours très agréable. Néanmoins, on y est arrivé, c'est-à-dire qu'on a réussi à délimiter, si vous voulez, les grandes questions qu'il fallait traiter, celles qui n'avaient pas forcément beaucoup évolué, et puis surtout qui allait faire quoi. Hein, avec des petits tableaux genre qui fait quoi, et puis des deadlines qu'il fallait pour rendre. Et donc les groupes de travail se sont réunis, ont travaillé, ont échangé, et puis il y a eu des étapes de revue, si vous voulez, d'avancée au fil de l'année, vous voyez à peu près tous les 2 mois, jusqu'au début de l'été, où on a fait une réunion un peu plus restreinte pour approuver la version qui est en ligne actuellement, à quelques détails près, de manière, enfin, avec une mise en forme finale, hein, qui n'est pas parfaite, mais qui existe, et la diffusion donc, sur nos sites depuis fin août, début septembre, et donc de manière en libre accès pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est encore une fois l'aspect collaboratif du travail qui convient de souligner, et puis bien sûr le temps que ça prend, encore une fois, le Covid n'a pas aidé. Hein. Donc on est passé de 132 à 188 pages, sauf erreur, donc vous voyez, ça fait un gros pavé. Il y a plus de 80 rédacteurs, il y a plus de 20 centres au minimum qui ont approuvé la version actuelle. On a même une extension au-delà de nos limites, puisqu'on a été rejoint par le CHU de La Réunion et le Centre Eugène Marquis à Rennes, hein, qui ont endorsé, comme on dit en mauvais anglais, ce travail. Et puis je tiens juste ici à souligner le travail de Louise de Forceville, donc une assistante de Suzette à Gustave Roussy, qui a fait le travail de rédaction, de mise en page que avant ça Suzette et moi faisions pendant quelques soirées toute l'année. Et Louise a été absolument essentielle dans le fait de pouvoir mener à bien ce travail. Et puis enfin, vous voyez que le référentiel a changé de nom, hein, puisqu'on n'allait plus l'appeler Rémagus, puisque d'abord René Huguenin n'existe plus vraiment, puisque c'est Curie tout court. Et deuxièmement, il fallait bien reconnaître l'arrivée essentielle de l'assistance publique pour ce référentiel, d'où ce logo et cette nouvelle appellation Cénorif, hein, donc Cénologie Région Île-de-France, dont on doit la paternité à Joseph, et je l'en remercie. Alors, il est évidemment hors de question que je vous fasse la revue des 188 pages. Simplement, j'ai très arbitrairement choisi quelques points qui permettront de discuter, donc de diagnostic, qui vont faire le lien direct avec ce que vous a très bien expliqué Magali il y a un instant. Une question chirurgicale permettra aussi d'ouvrir le débat sur l'innovation chirurgicale, qui est une part très importante de ces référentiels. Bien sûr, on va parler de signature et de décision de chimiothérapie. Et je ne parlerai pas de l'après-cancer parce qu'on n'aura pas le temps, mais qui est un chapitre absolument essentiel. Hein. Vous savez que toutes les patientes qui ont fini leur traitement, en tous les cas, avant le début de leur monothérapie, au moment du début de leur monothérapie, pour celles qui ont leur monothérapie, doivent se voir remettre un PPAC, hein, le programme personnalisé de l'après-cancer. Je pense qu'on n'est pas tous absolument parfaits sur ce sujet-là, mais ça commence à être bien identifié et ça fait partie des recommandations tout à fait officielles. Il y a de multiples études sur le fardeau des effets secondaires à moyen et long terme et qui nécessitent là aussi d'être bien sûr pris en considération, diagnostiqués et traités en tant que tels. Alors HER2, Magali vous l'a montré il y a un instant et vous voyez que je n'ai rien inventé, hein, c'est-à-dire qu'on a intégré dans le référentiel les recommandations du GEFPIX. Hein. Ce n'est pas la peine là aussi de réinventer l'eau chaude. Avec donc cette notion clé de HER2 low, puisque le diagnostic de l'amplification HER2 avait déjà été revu par la reco de l'ASCO, donc était déjà intégré dans la version précédente du référentiel. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement fondamentalement. C'est simplement la nouveauté ici, c'est l'arrivée du statut HER2 low, et on vient d'en parler à la seconde. C'est absolument crucial, hein. C'est-à-dire que
c'est des choses, vous savez, qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on enfonce les portes ouvertes, on a sous les yeux ces HER de l'eau dont on ne sait pas quoi faire depuis des années. Donc on rangeait benoîtement dans les cancers du sein HER2 négatifs, tout en se disant bien qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas très bien quoi en faire. Et c'est là où la thérapeutique, finalement, et l'utilisation intelligente de la biologie vient nous aider, puisque les médicaments donc, qui vont exploiter cette expression faible mais réelle d'HER2, donc qui n'a pas forcément de rôle oncogénique majeur en l'occurrence, mais qui peut être exploité comme d'autres récepteurs, comme TROP2 par exemple, ou le TRODELVI dans les cancers du sein triple négatif. Donc des récepteurs qui sont présents, dont on ne sait pas s'ils ont un réel rôle biologique, mais qu'on peut utiliser avec une visée de vectorisation médicamenteuse. Les HER de l'eau, c'est, alors je ne sais pas combien de pourcents ça fait, mais ce n'est pas négligeable, hein, c'est peut-être 5, 6, 7, 8% des patients. Donc compte tenu de la masse de patients qu'on traite chaque année pour des cancers du sein, et ça concerne aussi bien les patientes avec un cancer du sein dit triple négatif, donc qui ne sont pas tout à fait HER2 0 en l'occurrence, ou RH+, mais qui ne sont pas forcément HER2 0 non plus. Et l'arrivée de molécules comme le trastuzumab deruxtecan, comme le TDM1 même antérieurement, change les donnes. J'ai vu aujourd'hui une patiente en consultation qui est une patiente étiquetée triple négative, mais qui est en fait HER de l'eau. Ça fait 1 an qu'elle est sous TDM1, hein, dans le cadre d'un protocole d'utilisation du TDM1 chez ces patientes-là. Donc on est totalement en RMM, on est dans le cadre d'un essai clinique. Mais enfin, vous conviendrez comme moi que triple négatif métastatique depuis 1 an avec la même molécule, ça ne court pas les rues. Et c'est bien parce qu'on a réussi à identifier cette catégorie. Et ça, c'est vrai pour les aspects immunohistochimiques. Et bien sûr, c'est vrai aussi dès qu'on doit intégrer des données d'amplification dans la phase diagnostique. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, et je crois que Magali a très bien rappelé l'importance de la mise à jour des classifications et des évolutions de la nosologie. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu notifier, qu'on n'a pas forcément totalement intégrées, qui est la nouvelle classification de la JCC qui intègre en fait dans le staging les signatures génomiques ou certaines signatures génomiques, et donc qui permet de rendre des stades apparemment élevés un petit peu plus bas, sous-entendu, on a intégré toute l'information pronostique et voilà, on fait ce qui permet d'orienter vers la chimiothérapie ou vers l'abstention de chimiothérapie en particulier. Autre sujet qui a été là bien débattu et qui est à mon avis pas totalement tranché aujourd'hui, on pourra tout à fait en débattre si on veut débattre de points précis, qui est par exemple en matière de chirurgie, la place du curage axillaire chez les patientes qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante. Il y a des débats importants sur la manière d'évaluer le statut ganglionnaire chez une patiente qui doit recevoir un traitement et notamment une chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce qu'on fait un sentinelle avant? Est-ce qu'on le fait après? Est-ce qu'on fait un picking ganglionnaire? Est-ce qu'on fait un repérage? Est-ce qu'on fait un marquage? Est-ce qu'on met un clip? Est-ce qu'on fait des biopsies? Tout ça est débattu, n'est pas définitivement tranché, puis il faut aussi respecter les bonnes pratiques de chacun qui peuvent tout à fait se valoir. Mais ce type de décision permet de donner un cadre sur lequel on peut s'appuyer pour assurer sa pratique en matière, en l'occurrence, chirurgicale après chimio néoadjuvante. C'est d'autant plus important que les indications de chimiothérapie néoadjuvante ne font que s'étendre, hein, puisque plus de la moitié des chimiothérapies que nous avons aujourd'hui sont des chimiothérapies néoadjuvantes, puisque dans les cancers du sein, alors HER2 amplifié, les vrais, et triple négatif, la réponse histologique est porteuse d'informations pronostiques, mais surtout maintenant est porteuse de décisions thérapeutiques. Et donc si c'est le cas, il faut bien étendre les indications de chimiothérapie chez ces patientes qui en auraient de toute façon. Et donc on a progressivement et beaucoup renversé le paradigme. Et puis il reste aussi des indications de chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers luminaux. Pas beaucoup, mais il en reste tout de même. Et c'est-à-dire souvent notamment des patientes qui ont des suspicions d'envahissement ganglionnaire. Et donc là aussi, cette question du curage après chimiothérapie néoadjuvante est une question d'importance maintenant absolument pluriquotidienne. Alors, pour venir au cœur du sujet, je ne sais pas, mais un des sujets évidemment importants ce soir pour nos hôtes et pour nous tous, qui est la définition du risque clinique, sous-entendu. Et donc, on vient de dire que les cancers du sein, HER2+, et triple nég, schématiquement, ont de la chimiothérapie, sauf exception. Reste donc les 70%, 75% de malades RH+, HER2, non amplifiés, on va dire ça comme ça. Et chez ces patientes-là se pose de manière historique, vous savez très bien, l'intérêt réel de la chimiothérapie adjuvante en termes de prévention des rechutes essentiellement métastatiques et de bénéfices en survie globale. Donc c'est là que l'exercice du référentiel devient un exercice assez marrant, c'est-à-dire qui consiste à mettre d'accord des dizaines de personnes sur des pratiques assez différentes. Donc il a fallu trouver le moyen de réunir l'information plutôt sur la manière de réunir l'information. Donc c'est encore une fois ce que vous a très bien expliqué Magali. Donc quels sont les éléments clés dont nous avons besoin
et quelle est la manière, la méthode avec laquelle nous devons recueillir ces éléments clés. Donc ça, c'est fondamental. Tout l'analytique et tout le pré-analytique sont des données fondamentales. Et donc ça figure dans les chapitres d'anatomopathologie du référentiel. On s'accorde sur la liste des items absolument essentiels. Alors vous voyez qu'ici ne figurent pas les TILS, pour les raisons qui ont été indiquées, mais il est vraisemblable que la version suivante, peut-être celle d'après, figureront les TILS, notamment par l'arrivée des immunothérapies. Alors ça sera soit les TILS en tant que tels, soit des TILS marqués, avec des immunomarquages spécifiques. Mais l'idée, c'est bien de préparer les esprits. Néanmoins, en amont de ça et en matière opérationnelle, aujourd'hui, on ne se sert pas des TILS comme outil de décision, mais plus comme outil de qualification générale de la maladie. La taille, le grade, les récepteurs, la prolifération, qui reste encore une fois un petit peu débattue, on le sait très bien. Et une fois qu'on a ça, il a fallu se mettre d'accord sur la manière d'utiliser ces données-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une tumeur de bas risque, qu'est-ce qu'on appelle une tumeur de haut risque, basée sur les données anatomopathologiques absolument essentielles. Et dans quelle situation allons-nous devoir renforcer l'analyse pronostique de la patiente par une éventuellement signature génomique. Donc on se met d'accord, un seul critère suffit, c'est données pronostiques, on fera une chimiothérapie, en tous les cas on la proposera. Tous les autres critères sont réunis, donc en gros les toutes petites luminales N0, on ne fera pas de chimiothérapie, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis il y a tout un ensemble de situations intermédiaires où on peut soit d'emblée décider de faire un test génomique, éventuellement, soit rajouter là-dedans une évaluation par des nomogrammes de type PREDICT-UK, qui est le nomogramme qu'on utilise actuellement. Il y a quelques années, c'était Adjuvant Online. Il y en a d'autres probablement qui évolueront, avec des seuils de décision qui sont des seuils un petit peu arbitraires, mais qui semblent cliniquement pertinents sur le bénéfice attendu de la chimiothérapie en survie globale. C'est la limite de PREDICT, c'est que c'est la survie globale et pas la survie sans métastase. Et d'ailleurs, nous sommes en discussion avec eux pour voir comment revalider leur score en s'appuyant sur la survie sans métastase. L'autre point important, et ça aussi ça vous a été montré, et là aussi il a fallu, encore une fois, réunir des interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes pratiques et qui n'ont pas nécessairement envie de changer de pratique pour un tas de raisons, peu importe. Et donc, il a fallu lister, si vous voulez, les signatures à notre disposition. Donc, Oncotype, très bien, Mamaprint, très bien, Prosigna, Epecline, pour citer les principales. Le Breast Cancer Index étant le moins documenté, avec surtout une application clinique qui est fragile, un peu variable dans la littérature. C'est un coup ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu plus petit. Vous voyez que son niveau de preuve est quand même plus faible. Néanmoins, donc, on a les niveaux de preuve 1A qui vous ont été rappelés, et ça, c'est indubitable. Alors après, on peut réfléchir sur le design des essais et de l'information réelle qu'ils apportent, qui est un autre débat. Mais néanmoins, ce sont des essais avec des niveaux de preuve de type A. Et puis les niveaux 1B, parce que basés sur des données randomisées, anciennes, de bonne qualité, et qui permettent quand même de générer une information qui est une information qu'on considère comme sûre, du point de vue, en tous les cas, de son information pronostique. Alors comment on fait en pratique, et sans revenir dans le détail des études, qui n'est pas l'objet. L'objet du référentiel, c'est de délivrer une recommandation qui soit utile pour la pratique clinique. Et donc, vous voyez qu'on a segmenté ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. On a complètement renversé les arbres par rapport aux versions antérieures. Et donc, en fait, la porte d'entrée, c'est l'âge ou le statut de ménopause. Alors, c'est pas toujours facile à définir. Ça peut être 50, 52. Bon, comme dans beaucoup de situations, c'est le statut de ménopause finalement qui est capturé comme information principale. On est resté là-dessus. Et donc on retrouve, et c'est la partie supérieure de ces trois flèches, nos trois catégories de risques bas et haut de chaque côté, donc qui sont les situations pour nous les plus faciles, et puis les situations intermédiaires, sachant que pour les patientes ménopausées, les situations intermédiaires sont toujours PN0. Mais non ménopausées N+, compte tenu du bénéfice quand même observé avec la chimiothérapie chez toutes les patientes de moins de 50 ans non ménopausées, on considère que ce sont des situations à haut risque, et donc on les classifie comme haut risque. Pour les autres, intermédiaires et N0, on propose un test génomique, donc celui que vous voulez avec la meilleure conviction que vous aurez, et donc on se fixe un seuil dont on discutait il y a un instant, donc 0,10, en 0,11, je ne sais jamais, je me tromperai tout le temps, et pourtant Dieu sait que j'ai vu ça. On ne retiendra pas d'indication de chimiothérapie adjuvante si le risque génomique est considéré comme faible, sachant qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un équivalent de récurrence score de 0 à 10. Puisqu'il n'y a pas de... L'interopérabilité des signatures est quand même assez faible, malheureusement. Bon, c'est une des limites du système. Et puis quand le test est non bas risque, sous-entendu pour les tests qui rendent un score à 3 classes intermédiaire, élevé ou bas risque, donc intermédiaire ou élevé, on proposera une chimiothérapie adjuvante. Ce qu'on pourra dire à la patiente, c'est que le niveau de bénéfice n'est pas forcément tout à fait le même, mais on considérera qu'il n'est pas nul.
Pour les patientes qui sont ménopausées, c'est sensiblement la même chose, mais avec 2 nuances d'importance. La première, c'est qu'on intègre donc les patientes PN1, donc 1, 2, 3 ganglions, qui sont les patients d'un respondeur, et que le niveau de risque qu'on accepte est plus élevé, puisqu'on montait jusqu'à 25 pour suggérer l'absence de bénéfice de chimiothérapie chez les patientes ménopausées. Donc il faut lire avec attention ces recommandations-là, et c'est vraiment comme ça qu'on les utilise en pratique courante. Alors, je sais pas. Ah oui, j'avais des animations que je voulais exprimer, que j'ai oublié d'exprimer. Alors, pour avancer et ne pas rester qu'au stade précoce, alors nous avons aussi, mais on va aller un peu plus vite sur ces questions-là, proposé des recommandations assez fermes, on va dire, sur l'utilisation successive des outils thérapeutiques dans le cancer du sein, ici RH+, HER2 négatif avancé. Donc on ne fera pas de recommandation HER2-low pour l'instant, on passera sous silence. Donc c'est simplement des propositions de séquences thérapeutiques avec toujours cette notion de crise viscérale qui vient un peu parasiter l'affaire. On va mettre tout ça. Excusez-moi, je peux revenir en arrière, une diapo. Donc pour les cancers du sein HER2 amplifiés, donc la séquence actuelle, qui va probablement changer assez vite, je vais y revenir, c'est le double blocage, puis les anticorps reconjugués successifs, éventuellement le tucatinib avec la petite valence sur les métastases cérébrales, et au-delà, c'est un peu à l'encan, selon les options thérapeutiques, les essais en cours, l'état de la patiente, etc. Et puis pour les triples négatifs, où ça devient complexe, en fait, selon le délai de rechute, les traitements antérieurs, avec des questions qu'on pourrait déjà revoir sur le positionnement de l'immunothérapie après l'ESMO, je vais y revenir, le positionnement des médicaments comme le Govitecan, donc autre anticorps reconjugué qui a une ATU dans les cancers du sein triple négatif, l'utilisation des inhibiteurs de PARP pour les cancers du sein qui présentent une mutation germinale, et puis bon, toujours les essais cliniques, mais ça on pourrait le mettre à peu près sur chaque diapositive, je pense. Alors voilà à peu près où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des mises à jour qui sont absolument urgentes. Alors on a d'ailleurs une réunion au sommet avec Suzette et Joseph demain matin pour discuter de ces questions-là avant de les diffuser à l'ensemble et puis de recueillir l'avis de tout le monde, qui sont la place du pembrolizumab en première ligne métastatique dans les cancers du sein triple négatif. On a vu à l'ESMO il y a une semaine les résultats favorables en survie chez ces patientes-là. Donc ça va maintenant être difficile et ça va vous mobiliser puisqu'il faut un critère histopronostique, pas prédictif, en fait plutôt un test compagnon pour prédire le bénéfice du pembrolizumab. Pour les cancers du sein triple négatif, toujours en situation néoadjuvante, il y a une double question qui se pose, qui est celle de la systématisation du carboplatine. Alors on y est quasiment prêt, c'est plus toxique. Et puis il y a des questions très oncologue médicales sur la cuisine de chimiothérapie, les inversions de séquences, le dose dense, donc l'écart entre les chimiothérapies. On va mettre de côté le pembrolizumab pour l'instant, les données ne sont pas encore tout à fait assez consolidées probablement pour le néoadjuvant. Pour les patientes qui ont des cancers du sein avancés RH+, en première ligne, il va être difficile maintenant de s'opposer aux inhibiteurs de CDK dès la première ligne. Les données ne font que se cumuler dans ce sens-là. On peut en discuter au cas par cas, bien sûr, mais sur le fond, c'est difficile de le mettre qu'en option. Et puis, pour les cancers du sein HER2+ amplifiés, l'arrivée du trastuzumab deruxtecan, et donc l'Enhertu, donc qui a une AMM en troisième ligne, mais qui donne des résultats assez ébouriffants dès la deuxième ligne, dans l'étude des Cinibres 03 qui a été présentée, donc c'est l'abstract numéro 1 de l'ESMO cette année. Et puis dernière chose qu'il va falloir rédiger aussi, qui est la place de l'olaparib en adjuvant, c'est l'étude Olympia pour les patientes mutées BRCA, qui ont des mutations germinales, de haut risque, RH+, ou triple négatif. Là aussi, il faut s'étudier assez rapidement parce que de toute façon, la pratique a déjà démarré. Et vous savez, la loi, c'est toujours ce qui vient après la pratique, histoire de l'entériner et de la sécuriser pour le bien de tous, certainement. Donc voilà, en conclusion, vous avez compris, ça prend beaucoup de temps. Ça fait les 10 ans de ma vie, là. Beaucoup de soirées. Il y a un truc absolument génial, c'est le travail en groupe. Alors ça, on ne reviendra jamais, on ne le redira jamais assez. C'est-à-dire qu'on a eu des réunions vraiment extraordinaires, à la fois sur le plan scientifique et humain. Et puis, à l'évidence, ça nous fait faire à tous des progrès. Parce qu'on apprend en permanence les uns des autres. Et donc, en ça, c'est un processus absolument vertueux pour tout le monde. Et puis, l'avantage, c'est que c'est diffusé, tout le monde peut s'en emparer. Et donc, le critiquer ouvertement, sans phare, j'espère. Et on sait que c'est un travail qui ne sera jamais terminé. Et c'est une très bonne chose. Voilà, je vous remercie.
Alors, il y a une question anonyme. Mais je vais deviner ça que tu veux dire. Quelle est votre attitude depuis la présentation des résultats Eric-Sponder dans la mesure où l'HAS ne recommande pas pour le moment l'utilisation des tests génomiques chez les patientes N+. Tu n'es pas obligé de répondre, parce que je vais en parler. Eh bien alors, devant cette question difficile, je laisserai la parole. Alors, je vais quand même répondre, tu ne m'en voudras pas. Donc, alors, je ne sais pas si le vous est le vous Curie ou le vous référentiel. Je pense que ça doit être référentiel. J'étais assez clair. Hein. On a une recommandation forte d'utilisation de signatures génomiques, quelle que soit la position de l'HAS. La position de l'HAS est extrêmement datée, extrêmement technocratique à mon sens. Je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour porter le meilleur soin possible aux patientes. Notre questionnement, ce n'est pas l'HAS. Notre questionnement, c'est évidemment la conséquence, c'est le circuit de financement. Pour l'instant, c'est un peu acrobatique, mais on s'en sent encore à peu près. On va sûrement en reparler. Mais je pense qu'on a une responsabilité quasiment morale d'utilisation des signatures dans les bonnes indications. Pas à l'encan, parce qu'il faut choisir bien ces indications. Mais quand l'indication existe, franchement, ça devient criminel. Hein. Donc je vais reformuler la question pour l'audience. Donc la question est grade 3 et signature, qui est une excellente question. Alors, comme tous les référentiels, il est fait pour être transgressé. Donc ça m'arrive de proposer une signature d'un tumeur de grade 3, notamment des toutes petites tumeurs, par exemple. Les tumeurs RH+, de grade 3, on ne comprend pas très bien. Donc on rajoute une information. On demande à l'anapathe, vraiment, t'exagères avec ton grade 3, tu nous casses les pieds. Et puis il nous dit, non, vraiment, c'est un grade 3. Et donc on rajoute une signature. Alors, tout ça est vrai, c'est-à-dire que... mais en même temps, comme tu dis, c'est très peu. L'information générée sur le tumeur de grade 3 est quand même parcellaire. Et certainement pas, à mon sens, en tous les cas, je ne pense pas être le seul à avoir les choses comme ça, suffisante pour générer une conduite qui soit absolument systématique. Et puis là, donc, j'ai envie de dire, il faut encore une fois garder une forme de porosité. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation générale. Et le message, en fait, sous-jacent, c'est de dire, vous êtes en phase tumeur de grade 3, regardez-la bien. Faites attention à ce que vous avez. Donc, tumeur luminale de grade 3, donc RH+ de grade 3, regardez ce que vous avez entre les mains. Et donc, avec les nuances que je viens d'apporter, qui sont des nuances de paramètres pronostiques associés, bien sûr d'âge aussi, et de faisabilité éventuellement d'une chimiothérapie chez une patiente donnée, ou d'acceptabilité. Donc, je répondrai en deux temps. Un, les données, à mon avis, sont quand même trop parcellaires pour être générales. Et deux, on a le droit toujours de faire une analyse au cas par cas. Je pense même qu'on a le devoir, d'ailleurs. Un des moyens, et c'est pour ça qu'on a rajouté la ligne prédicte, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles on a rajouté cette ligne-là. Alors, prédicte, c'est donc un homogramme qui prédit la survie en fonction des traitements donnés et des caractéristiques histopronostiques principales dans un contexte anglais. Bon, souvent, elles sont un peu sous-traitées, etc. Mais du coup, ce n'est pas inintéressant parce que ça montre ce qui peut se passer. Et ça chiffre quand même assez bien le bénéfice attendu de divers types de chimiothérapie, puisqu'il y a plusieurs générations de chimiothérapie, donc anthracycline, taxane, etc. Et également, d'ailleurs, en fonction de la durée d'hormonothérapie qu'on prévoit, puisqu'on n'a pas eu le temps de l'aborder là, mais il y a aussi des questions de durée d'hormonothérapie qui est une question tout à fait récurrente. Et je pense que dans ces situations, on se pose la question, c'est-à-dire en gros, ce n'est pas le 35 mm grade 3 RH limite à 45 ans, où là, en gros, on fera une chimiothérapie, mais plutôt ce résidu de tumeur de grade 3, peut-être pas de mauvais pronostic, que ce type d'approche peut aider à la décision. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le référentiel, si tu veux. Et ça aide plutôt pas mal, franchement, nous on s'en sert vraiment régulièrement. Moi j'ai deux questions qui vont rejoindre un peu les questions de Daniel, mais Daniel le sait, on est assez sur la même phase. C'est même question que j'ai posée à Magali, c'est comment à Curie vous choisissez entre les différentes signatures. Et la deuxième question, c'est quel est le rationnel d'utiliser Predict UK, où il n'y a pas de niveau de preuve, versus une signature où il y a quand même des publications. Alors pourquoi on utilise Predict ? En fait, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'on l'utilise comme aide à la décision quand on a un peu de mal. D'accord ? Donc oui, ce n'est pas validé, et d'ailleurs on ne s'en sert pas seulement, c'est-à-dire ça nous permet d'orienter un élément supplémentaire de décision. Soit vraiment je fais une chimio, parce qu'en gros la chimio me prédit un bénéfice de survie de 8%. Il faut comprendre ce que veut dire par exemple un bénéfice de survie de 8% en 10 ans. C'est un bénéfice de survie sans métastase de l'ordre de 10 à 15. Et la survie sans métastase est l'objectif qui a été retenu comme étant pertinent, notamment dans des études comme MINDACT, où je rappelle que Mamaprint a été validé sur un objectif de survie sans métastase. Ce qui est assez cohérent en matière de cancer du sein,
puisque la survie globale est un peu plus fragile. Maintenant, les patients métastatiques ont des survies très longues, donc ça devient difficile de montrer quelque chose. En revanche, c'est quand même les métastases qui font mourir les gens. Donc, en ce sens-là, ça a une certaine forme de validité ou d'utilité clinique, si tu veux, mais sauf extrême, et c'est bien pour ça qu'on a mis un intervalle assez large de 5%, on se dit, là, on garde un doute, et donc on va compléter par une signature génomique. Donc c'est une petite aide supplémentaire. Après, la question sur Curie et signature. Alors, on a fait le chemin inverse de Gustave Roussy, c'est pour ça qu'on s'adore. On fait toujours le contraire, c'est ça qui est génial. Donc, après San Antonio, je serais avec mes gros sabots, voir mes collègues chirurgiens et pathologistes, j'aurais dit, les gars, la messe est dite quand même, il faut arrêter, là, c'est bon. Et Dieu sait que tout le monde le sait, enfin, beaucoup de gens le savent, je n'étais pas un fanat d'Oncotype DX. Bon, en même temps, à un moment, les données s'accumulent, quoi. Et donc, ça n'a pas été facile, donc je ne vais pas laver mon linge sale comme ça, mais bref, ça a généré un certain nombre de discussions internes à l'institution. Sur le mode, effectivement, circuits multiples. Sur le mode, on va se délester de nos chers prélèvements. Alors, on a des dizaines et des dizaines de milliers de prélèvements qui dorment dans les tiroirs, mais ce n'est pas grave. On va s'en délester, mais on ne veut pas s'en délester. Sur le mode, ça prend du temps. Alors ça, c'est vrai, je vais y revenir dans un instant. Et puis, alors, la petite différence avec Gustave Roussy, c'est que nos plateformes de génomique tumorale étaient très partisanes de continuer à faire la signature qu'on faisait in situ, qui n'est pas endoprédique, mais Prosigna, PAM50. Avec une très grosse habitude, parce qu'on l'a beaucoup fait dans des essais cliniques, on a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et puis, avant Responder, on l'utilisait beaucoup en routine. Donc, en fait, on a fait une cote mal taillée, et donc on utilise 2 signatures. On continue à utiliser PAM50, et on utilise Responder, Oncotype DX, mais vous savez pourquoi j'ai fourché, principalement dans l'indication de Responder, c'est-à-dire pour les patientes ménopausées N+. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est vraiment là que le bénéfice et que l'information apportée par Oncotype est la plus pertinente, avec vraiment le meilleur niveau de preuve. Donc effectivement, ça fait 2 circuits, et effectivement, ça fait râler les pathologistes, mais j'ai envie de dire, c'est une râlerie atténuée parce qu'on fait une partie in-house, encore de signature avec le Prosigna. Il est vraisemblable que ça change un jour ou l'autre, mais néanmoins, les circuits sont très rodés. C'est-à-dire que Prosigna, il n'y avait rien à faire, ça se fait tout seul, en 10 jours, on a le résultat. Responder, alors c'est vrai les 10-13 jours, mais c'est vrai une fois que tu as envoyé ton prélèvement. Et on a eu cette discussion avec M. Barbotin, qui est là-bas il y a quelques jours, où on a des délais qui sont longs, qui sont en partie liés à nos process internes. C'est-à-dire qu'on a 15 jours, 3 semaines de préparation, puis il faut faire signer les gens, donc parfois il faut les faire venir. Donc c'est un peu pénible. Et puis il faut donc préparer le kit d'envoi à Exact Science pour récupérer le résultat après. Effectivement, il faut aller voir sur la plateforme, il faut rappeler la patiente. Enfin bref, c'est lourdingue. Donc dans un circuit comme le nôtre où nous sommes absolument surchargés de patients, avec près de 4000 maintenant par an, nouveaux, alors évidemment pas 4000 signatures, hein, mais probablement 10 à 15% des patients ont une signature, donc ça fait quand même plusieurs centaines par an, ça devient difficile. Donc c'est aussi pour des raisons pratiques. Tu vois, il y a un mélange de raisons historiques, de raisons pratiques, et puis des evidence-based qui ont fait que pour l'instant on utilise 2 signatures. Et je ne prétends pas qu'on a raison, je prétends que médicalement c'est quand même assez justifié et qu'opérationnellement c'est mieux comme ça pour nous, en tous les cas dans notre pratique interne, hein, et ce n'est pas forcément exportable. Si, il y a 2 autres questions. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. En cas d'absence de test génomique, comment faire pour indiquer ou non un traitement adjuvant de chimiothérapie ? Alors, pourquoi absence ? Je comprends que ce soit difficile. J'ai envie de vous dire, arrêtez-vous au milieu du chemin. Et dans le doute, traitez, j'ai envie de dire. L'expérience en cancérologie mammaire nous a quand même grosso modo appris qu'il valait mieux traiter que de ne pas traiter. Donc, à mon avis, soit on est dans une situation facile d'exemption de chimiothérapie, sur le traitement pronostic qu'on connaît tous, soit non, et si c'est non, on discute avec la patiente, à titre personnel en tout cas, ce que je ferais, c'est proposer une chimiothérapie. Et dernière question, dans le nouveau référentiel, donc dans Cénori, vous distinguez patients à haut risque ou bas risque, vous vous appuyez sur quels paramètres pour les distinguer ? Et je crois que tous les deux, vous l'avez expliqué assez clairement. Voilà, donc on l'a remis dans des tableaux explicites du référentiel, donc avec 3 colonnes, alors je ne sais plus quelle page c'est, mais c'est facile à retrouver, qui donc isolent les critères pronostiques et la manière dont on les utilise pour qualifier de bas risque
Donc bas risque, c'est un certain nombre de critères à réunir simultanément. Et haut risque, on a fait le choix. Alors ça aussi, c'est une évolution. On était plutôt à 2 en fait antérieurement. Là aussi, c'est des discussions. Il faut bien voir, il faut mettre 80 personnes d'accord. Donc c'est pas très facile. Donc c'est un compromis en fait, où on se dit s'il y a au moins un critère de mauvais pronostic, encore une fois, on va s'attacher à potentiellement ce qui est le plus grave. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi de faire. Il n'y a plus de questions. Ok, je passe la parole à Didier Bourgeois pour le point de vue du chirurgien animé, comme vous allez voir. Merci à tout le monde, merci Paul, merci Magali, parce qu'en fait finalement avec tous les trois, puisque Daniel a posé plusieurs questions, vous avez déjà fait ma présentation, puisqu'en fait moi je vais me situer un peu en intermédiaire. Ça fait 22 ans que j'ai quitté Curie. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille, je crois, Yves, je ne sais pas où tu es Yves, je crois que ça fait environ 7 ans, 8 ans qu'on travaille avec Genomic Health, qui est devenu Exact Science. Donc on a une très grosse expérience à Hartmann sur l'utilisation de cette signature génomique. Alors je ne vous ai pas fait ici notre vraie vie, ce qu'on a engrangé comme information avec l'utilisation de cette signature, mais plutôt mes interrogations, mes questionnements sur les modifications de positionnement, d'indication par rapport justement aux anapates, par rapport au nouveau référentiel Cénorif, puisqu'il y a eu des changements, et par rapport aux acquis historiques de l'utilisation des signatures. Alors le point de vue du chirurgien, c'est toujours un point de vue finalement d'un clinicien, j'aurais plutôt tendance assez basique, où on se pose des questions simples face aux patientes, et les questions actuelles, qui sont pour moi les 2 grandes questions sur lesquelles on attend des réponses chez ces patientes HER2-, RH+, c'est qui a besoin de chimiothérapie et qui a besoin d'une hormonothérapie longue. Alors Paul, tu en as discuté, moi je vais éluder cette question de l'hormonothérapie longue parce que ça va prendre beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais c'est certainement quelque chose d'extrêmement intéressant et qui va être une question prégnante dans les années à venir. Donc on va répondre essentiellement à qui a besoin d'une chimiothérapie. Moi je positionne toujours le débat sur pronostic et prédictivité. Parce que souvent, on va chercher des facteurs pronostiques et on considère que tout facteur pronostique est intrinsèquement un facteur de prédictivité de réponse. Je m'explique, ça veut dire j'ai un gentil cancer, donc je n'ai pas besoin de faire de traitement. J'ai un méchant cancer, je vais avoir besoin de faire une chimiothérapie. La question, c'est peut-être vrai sur le plan pronostic, mais c'est peut-être pas vrai sur le plan de l'efficacité des traitements. Est-ce que les chimiothérapies sont toujours utiles chez les patientes avec un cancer agressif? Et est-ce que l'exclusion de la chimiothérapie est toujours utile chez les patientes qui ont des cancers peu agressifs? Comme on est plutôt dans le mode désescalade, on va mettre de côté, parce que ça va prendre beaucoup de temps, sur cancer non agressif, pas de chimiothérapie. Et on va plutôt le considérer comme acquis. Donc c'est pronostic versus prédictivité. Et c'est ce que je vous disais, on peut se tromper dans ces 2 cas par excès ou par défaut, sur ou sous-traité. Comme le disait Paul-Henri, effectivement, dans notre culture cancérologique, on a toujours plus eu tendance à surtraiter que de sous-traiter. On veut éviter de laisser des gens au bord de la route, donc on a tendance à plutôt proposer des traitements qu'à les éviter. Donc le but des signatures, c'est finalement peut-être de tenter de répondre à ces questions et de corriger ces 2 erreurs de sur- et de sous-traitement. Alors on va repartir sur le rapport de l'HS 2019 parce que nous, en pratique libérale, on est quand même soumis à un contrôle, certainement plus que Curie et Gustave Roussy. Et donc en fait, c'est le rapport de l'HS qui date de 2019, qui n'a pas été réactualisé. C'est quel est le bénéfice des signatures face aux critères décisionnels classiques. Donc l'HAS part du principe de ce qu'on appelle l'incertitude décisionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un ventre mou, une zone grise qui correspond à des tumeurs de 1 à 5 cm, qui sont N0 ou micrométastatiques et qui sont de grade 2. Donc il y a des critères d'exclusion. Les critères d'exclusion, c'est les petites tumeurs. Donc on le voit, c'est ce que tu disais, que de temps en temps, on peut être amené à avoir des petites tumeurs
de haut grade et qui peuvent nous poser des questions. Et puis il y a les grosses tumeurs, et on peut aussi être amené à avoir des très grosses tumeurs de grade 1, peu agressives, et sur lesquelles on peut imaginer que la chimiothérapie n'est pas d'intérêt versus une hormonothérapie longue. Et puis il y a le grade 1, puisque le grade 1 est considéré comme toujours bas risque, et le grade 3 toujours haut risque, et donc effectivement, on va les mettre de côté, ces deux extrêmes. Et puis les N+, puisque en 2019, il n'y avait pas les résultats de Responder, donc évidemment, la HAS ne pouvait pas répondre à cette question du N+. Donc l'état des lieux, on voit l'arbre décisionnel, qui est effectivement les exclusions de part et d'autre en fonction de la taille. Et puis ensuite, après, quand on est au milieu, dans cette zone verte, dans les tumeurs de 1 à 5 cm, on se pose la question du grade. Donc si c'est grade 1, pas de chimio. Si c'est grade 3, chimio. Et si c'est grade 2, là, on se retrouve dans l'indication que souhaite la HAS sur l'utilisation des signatures. Autant vous dire que dans notre pratique quotidienne, on franchit beaucoup les lignes, parce qu'on va effectivement faire des signatures génomiques en dehors de cette bonne pratique. Donc la HAS a des dogmes, c'est globalement que tous les SBR1 ne bénéficient pas de chimiothérapie et tous les SBR3 bénéficient d'une chimiothérapie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que disait fort justement Daniel Zarka, c'est qu'il y a de nombreuses patientes qui sont SBR3 et qui ont des récurrents scores qui sont bas. Donc si elles ont un récurrent score bas, on peut imaginer, puisque EndoPredict a une valeur prédictive de réponse et pas une valeur pronostique, c'est qu'elles auront un bénéfice faible de la chimiothérapie. Ce qui est intéressant de regarder dans cette diapositive, c'est qu'on voit dans l'étude de la NSABP, on voit qu'effectivement, dans les grades 3, on a quand même un certain nombre de patientes qui ont des récurrents scores inférieurs à 25. Quand on reprend l'étude Taylorix, c'est ce que tu disais justement, Daniel, on voit qu'il y a environ 59% des patientes de grade 3 qui ont un récurrent score inférieur à 25. Et dans le registre CLALIT, qui est le registre israélien, on voit qu'on est à peu près sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'il y a 57% des patientes qui ont un grade SBR3 qui vont avoir un récurrent score inférieur à 25. Donc effectivement, toute la discussion, ça va être le positionnement du cut-off sur le récurrent score. Qu'est-ce qu'on appelle un récurrent score bas? Donc effectivement, j'ai vu que dans votre référentiel, vous mettiez effectivement le cut-off à 11, c'est-à-dire vraiment comme au début de l'étude préliminaire sur avant Taylorix, c'était de dire que vraiment les très bons grades, les très bons pronostics, quand on sait que le récurrent score est inférieur à 11, on est extrêmement tranquille et là on est sûr et certain de l'inutilité de la chimiothérapie. Donc ça c'est intéressant parce que ça c'est une donnée effectivement de quantification, de classification des récurrents scores, mais à condition que la signature soit fiable sur le plan de la prédictivité, puisque là, ça nous donne juste un état des lieux. Donc, quelle est la valeur clinique de la signature Oncotype DX? Donc, c'est se positionner par rapport à l'étude du NSABP, qui était une étude de validation pour prédire le bénéfice de la chimiothérapie. Et on s'aperçoit que dans cette étude, que les patients qui ont un récurrent score inférieur à 30, alors c'est là où toute la difficulté dans les classements des scores, c'est qu'ils vont évoluer un peu au cours du temps et que vous verrez que les normes vont passer de 30 à 26 et qu'effectivement, il y a eu des zones qui se sont progressivement recentrées sur des valeurs plus fiables. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que chez ces patientes qui ont un récurrent score inférieur à 10, il n'y a pas de bénéfice, à 30, il n'y a pas de bénéfice de la chimiothérapie sur une survie en disease free. Ensuite, après, on part sur l'étude Taylorix que vous a présenté évidemment Magali. Donc là, on sépare les deux groupes où on est certain de traiter ou de ne pas traiter en chimiothérapie, c'est-à-dire les scores inférieurs à 11 et les scores au-delà de 26.
et on reprend effectivement cette zone grise des patientes entre 11 et 25 et où il y a une randomisation entre hormonothérapie seule versus chimio et hormonothérapie. Donc là, effectivement, on s'aperçoit que dans ce groupe-là, quand les patientes ont un récurrence score inférieur à 25, finalement, il n'y a pas de gain à faire une chimiothérapie. Seul petit bémol, c'est ce que disait fort justement Magali, c'est chez les patientes de moins de 50 ans où effectivement, il semble apparaître malgré tout un bénéfice, qui est un bénéfice limité et qui semblerait être linéairement lié en fait au récurrence score. Donc c'est pour ça que dans les résultats de Oncotype, vous voyez apparaître ce sous-groupe de 16 à 25 chez les patientes qui ont moins de 50 ans. Donc ça vous montre justement l'intérêt du passage du NSABP sur TAYLORx, puisque le NSABP avait une vision plus générale et que TAYLORx s'est intéressé à la sous-fraction de 11 à 25 pour montrer qu'il n'y avait pas de bénéfice de la chimiothérapie dans ce groupe-là, sauf chez les patientes de moins de 50 ans quand le score était de 16 à 25. Donc on voit que progressivement on affine. Alors ce qui est important pour nous, en secteur privé, c'est le remboursement, puisque, comme vous le savez, on est soumis au remboursement du RIHN et que le RIHN, lui, s'est calqué sur les indications de l'HAS. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement cherché à aller plus loin. Donc, en fait, quand on demande une signature hors critère de l'HAS, théoriquement, on pourrait être retoqué par le RIHN sur le remboursement. Donc le RIHN suit l'HAS, c'est-à-dire ce qu'on a dit, c'est-à-dire cette espèce de zone grise avec l'exclusion des grades 1 et des grades 3. Donc on a eu l'excellente surprise des résultats du R-Exponder qui sont sortis à San Antonio. Comme beaucoup de centres français, on a évidemment largement participé en envoyant un certain nombre de nos patientes dans cette étude R-Exponder. Donc, comme on vous l'a fort justement expliqué, ça correspond aux patientes avec une atteinte de 1 à 3 ganglions. Alors, je vous rappelle pour les plus anciens, quand j'étais interne et assistant à Curie, on ne traitait pas en chimiothérapie les patientes qui avaient un ganglion d'atteinte. C'était communément admis à Curie que les patientes AN+, qui étaient RH+, n'avaient pas d'hormonothérapie et on envoyait les patientes, pour ceux qui connaissaient, à Emilio Garcia-Giralt, et Emilio était le chantre de l'hormonothérapie dans ce sous-groupe de patientes. Donc ce n'est pas une idée complètement nouvelle à Curie dans la non-utilisation de la chimiothérapie chez les patientes N+. Ça, c'est une dia pour vous montrer quelle est la répartition de l'utilisation en Europe de la chimiothérapie. Donc globalement, chez les patientes qui sont N+, quand on n'a pas de signature, on est plutôt à les envoyer en chimiothérapie. Par contre, on s'est aperçu que toutes les patientes qui ont une atteinte ganglionnaire ne tirent pas un bénéfice de la chimiothérapie. Donc on voit bien dans cette étude la différence, quel est le bénéfice absolu de la chimiothérapie chez les patientes N+, et on voit donc qu'il y a des patientes qui ont des atteintes ganglionnaires et qui vont malgré tout récidiver. Donc forcément, on se pose la question de l'utilité, de la prédictivité de la réponse sur les patientes N+. Donc on est à peu près tous d'accord pour savoir que l'atteinte ganglionnaire est une valeur pronostique importante. Mais est-ce que la valeur pronostique est d'utilité en prédictivité de réponse? Pas forcément. Donc là, on voit la valeur pronostique, que la survie globale des patientes en fonction du statut ganglionnaire est évidente. Mais est-ce que l'atteinte ganglionnaire a une valeur prédictive? C'est la réponse que va donner en partie la signature Oncotype dans l'essai R-Exponder. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quand on regarde dans cet essai, les patientes, qu'elles aient une atteinte, enfin là c'est une vision plus globale sur les scores Oncotype, on a une répartition à peu près identique de la répartition des scores en fonction de l'atteinte ganglionnaire. C'est-à-dire que finalement, l'atteinte ganglionnaire ne semble pas prédictive du récurrent score.
On aurait pu tendance à penser que plus il y avait d'atteinte ganglionnaire, plus la maladie était agressive, donc plus le score aurait dû être élevé. Et finalement, non. Vous voyez que la répartition est à peu près équivalente, c'est-à-dire 2/3 de patientes avec un score inférieur à 26 et 1/3 de patientes avec un score plus élevé. Donc à pronostic différent, on a une même répartition du résultat du récurrent score. Donc c'est un élément pour nous donner quand même une idée de se dire que le statut ganglionnaire ne prédit pas forcément la biologie tumorale. On peut donc imaginer et penser que l'atteinte ganglionnaire n'est pas prédictive du bénéfice de la chimiothérapie. Et c'est en ce sens où différentes études ont été s'immiscer pour essayer de mieux comprendre cette sous-catégorie de patientes. Donc l'étude de l'ASFOG a été en fait d'isoler ces patientes qui avaient une atteinte ganglionnaire. Je vous rappelle que ces patientes étaient toujours ménopausées et évidemment étaient RH positives. Et on s'aperçoit que dans cette étude, finalement, il y a effectivement une valeur prédictive de réponse au bénéfice de la chimiothérapie. On s'aperçoit que quand les patientes ont un score inférieur à 30, de la même façon que chez les patientes qui étaient N-, on s'aperçoit que la différence en termes de gains thérapeutiques, c'est-à-dire de prédictivité de réponse, est identique que les patientes soient N+, ou N-. Eric Sponder va aller plus loin, puisque Eric Sponder va rentrer dans la randomisation chez ces patientes qui sont 1N+, avec un récurrent score entre 0 et 25. La randomisation est équivalente à Taylor-X, c'est-à-dire hormonothérapie seule versus chimio et hormonothérapie. On s'aperçoit que Eric Sponder, finalement, va répondre, comme on l'a dit fort justement, que chez ces patientes-là, il va y avoir aucun gain à faire une chimiothérapie quand le score est inférieur à 25, sauf dans le cas particulier des patientes préménopausées. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans les deux groupes de Eric Sponder, finalement, les patientes sont strictement identiques. Elles sont identiques en nombre de ganglions atteints, elles sont identiques en termes de grade, elles sont identiques en termes de taille tumorale et en termes de geste chirurgical sur le plan ganglionnaire. Donc la prédiction du bénéfice de la chimiothérapie est effectivement largement montrée par cette étude. Au bémol près qu'on exclut effectivement dans ces résultats les patientes préménopausiques. Et dans ces patientes préménopausiques, et on voit qu'il y a pareil, les caractéristiques sont identiques dans ces deux groupes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe où les patientes préménopausées seraient intrinsèquement plus agressives, plus grosses ou avec des grades plus élevés. Et donc en fait, seul le statut ménopausique et donc l'âge va être corrélé à cette réponse à la chimiothérapie. Et donc on voit que les patientes préménopausées doivent être exclues de cette demande de signature, puisqu'on est sûr et certain qu'elles vont bénéficier et tirer un bénéfice direct de l'utilisation de la chimiothérapie adjuvante. Donc si on veut se résumer, chez les patientes ménopausées, aucun bénéfice à utiliser une chimiothérapie quand le score est inférieur à 25, que ce soit en survie sans maladie invasive ou en survie globale. Bon, ça, c'est l'analyse des sous-groupes qui montre qu'effectivement, il n'y a aucun sous-groupe de femmes N+ ménopausées qui tire de bénéfices. Donc c'est vraiment une globalité, une généralité. Chez les patientes ménopausées, c'est exactement son contraire, c'est-à-dire qu'il y a un gain à la fois en survie sans maladie invasive et un gain en survie globale, et que de la même façon, il n'y a aucun sous-groupe qui pourrait bénéficier d'éviter une chimiothérapie. Donc globalement, le résultat est assez binaire, c'est-à-dire que toutes les patientes ménopausées finalement peuvent éviter une chimiothérapie et toutes les patientes non ménopausées doivent avoir une chimiothérapie.
Donc la pratique est assez simple, pas de signature si la patiente est non ménopausée, pas de chimiothérapie si elle est ménopausée et score inférieur à 25. J'ai une interrogation sur laquelle je ne sais pas si mes collègues ont une réponse, c'est quel est le rôle exact de la suppression ovarienne sur la chimiothérapie. Parce qu'en fait, je trouve que dans ces éléments, il y a toujours soit un distinguo entre l'âge, soit entre le statut hormonal. Il faut certaines études placent les patientes en fonction de l'âge et d'autres études placent les patientes en fonction du statut ménopausique. Il faut savoir que quand on fait une chimiothérapie chez une patiente de 49 ans, à coup sûr, on les ménopause. Donc à coup sûr, on a quand même un effet hormonal-like induit par la chimiothérapie. Deuxième chose, c'est quand on propose une hormonothérapie, elle est quand même relativement variable en fonction de nos établissements et en fonction de nos thérapeutes. On a des chimiothérapeutes qui vont proposer de l'hormonothérapie type tamoxifène chez les patientes non ménopausées et d'autres qui vont rajouter un analogue, c'est-à-dire qui vont ajouter à l'effet antirécepteur un effet castrateur. Dans la vraie vie, finalement, il faut être assez simple. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'il faut discuter en RCP avant pour décider de à quelle patiente il faut faire une signature et toujours discuter après, puisque c'est un intérêt de voir quel est le bénéfice attendu, quel est le gain attendu, quelle est la désescalade attendue de ces signatures génomiques. Et il faut effectivement faire remonter sur les différentes structures pour montrer le bénéfice réel que l'on a à demander des signatures génomiques, notamment en termes de désescalade. Donc ça, c'est un résumé assez simplifié pour vous dire, chez les patientes de plus de 50 ans sans atteinte ganglionnaire, chez les patientes ménopausées avec 1 à 3 ganglions atteints, finalement, on est assez linéaire. Récurrence score inférieur à 25, pas de chimiothérapie. Supérieur à 25, bénéfice de la chimiothérapie. Le distinguo et la subtilité, c'est chez les patientes de moins de 50 ans, où effectivement, quand elles sont N0, on a un gain non nul, et donc c'est une discussion au cas par cas chez les patientes qui ont un récurrence score entre 21 et 25, et exclure les patientes préménopausées qui ont une atteinte ganglionnaire. Alors je vais m'arrêter là, puisque Paul-Henri a fait une explication assez exhaustive du référentiel Sénorif, que Daniel Zarka a pointé du doigt un peu nos différences en fonction de justement ces deux catégories, c'est-à-dire cette catégorie à bas risque où en fait on associe et où on additionne les différents critères classiques, et les hauts risques où en fait un seul critère suffit. Et donc effectivement, quand il y a un grade 3 dans le référentiel Sénorif, un peu comme du reste, comme dans l'HAS, il y a une exclusion, mais on a tous bien compris qu'évidemment, il y avait une finesse de diagnostic qui nous incombait à nous thérapeutes, et qu'il ne faut jamais être clivant et tranchant, et qu'il faut essayer de poser le débat avec la difficulté que présentait certainement Daniel, c'est-à-dire quand on est dans un centre où on a une habitude de manier ses signatures et où on a l'habitude de voir énormément de cancers du sein, on a effectivement cette décision, cette stratégie peut-être un peu plus fine que dans d'autres structures qui vont plutôt appliquer strictement à la lettre et qui vont avoir moins de finesse dans ce choix. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier, c'était très élégant, très clair. Est-ce qu'il y a des questions pour Didier Bourgeois? Il n'y en a pas sur le chat, donc allez-y. Sur la chimiothérapie et sur la castration, dans l'essai TaylorX, il y a eu une deuxième publication qui a analysé donc les patientes de moins de 50 ans en fonction du risque clinique. Et ce qu'on a vu, c'est que les patientes les plus jeunes bénéficiaient le moins de la chimiothérapie. Et ça, c'était assez curieux de voir que, intuitivement, on aurait pensé que le bénéfice principal de la chimiothérapie, c'était sur cette catégorie de patientes. Et ces patientes les plus jeunes, ce sous-groupe des patientes de moins de 50 ans les plus jeunes, c'est celles qui ne bénéficient pas
d'une chimiothérapie. Et probablement, la raison de ce non-bénéfice de la chimiothérapie, enfin peut-être, c'est une hypothèse, c'est que ces femmes de 40 ans retrouvent des cycles, ces femmes jeunes retrouvent des cycles après la chimiothérapie, et que c'est peut-être ça qui explique ce résultat qui est très contre-intuitif. Moi, je suis assez d'accord avec ton analyse de contre-intuitivité. Alors, je n'ai pas été au bout de ma présentation, mais si je vais au bout, c'est qu'en fait, je pense que l'utilisation et l'arrivée des signatures génomiques ont changé un peu notre façon de penser, notre façon de raisonner. Je pense qu'on était dans un paradigme un peu, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire mauvais pronostic, il faut taper fort, bon pronostic, globalement, il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'on avait une vision un peu manichéenne et que les signatures nous ont alertés sur des discordances entre des critères cliniques qui paraissaient évidents, des logiques de taille tumorale. Effectivement, on se disait, la tumeur fait 6 cm, son risque métastatique va être plus important. Mais effectivement, ça répondait à des questions purement cliniciennes qui vont bien dans l'esprit du chirurgien. Tu le sais, Daniel, on a une grosse tumeur, plutôt que de faire une tumorectomie, on fait une mastectomie, donc, qui était dans notre logique très basique chirurgicale. Et en fait, on a quand même appris plein de choses par rapport à ça, et notamment dans la gestion, dans la meilleure association et dans la meilleure discussion. Là, je rejoins bien évidemment mes camarades. Je pense qu'on discute beaucoup plus au jour d'aujourd'hui dans nos RCP qu'on discutait avant. Je trouve qu'on passait beaucoup plus nos dossiers facilement et que là, maintenant, il y a une vraie discussion sur les stratégies thérapeutiques et même quand il y a des scores qui sont soit limites, hein, donc entre ces 25 26, j'ai mon anapathe qui est là, Didier Trophil, mais on a des éternelles discussions pour savoir si on la considère plutôt en dessous, plutôt au-dessus, et est-ce qu'on va lui proposer un traitement plus musclé. Et moi, je suis assez étonné du reste de mes collègues oncologues médicaux, puisque, comme tu sais, je travaille avec Éric Charles-Antoine, et je suis assez étonné de temps en temps du retour un peu à une moins grande agressivité chimiothérapique de certains de mes collègues, et finalement d'avoir une finesse, je dirais, un peu plus générale et un peu plus globale. Je pense que ça a vraiment appris. Ah non, je pense qu'on a beaucoup nuancé notre approche depuis 10 ans, certainement. Certainement. Énormément. J'ai une question justement qui t'est posée, qui est une question chirurgicale, donc de Catherine Boisise de Sarcelles, que je salue. Dans Responder, les patientes avaient un curage ganglionnaire. Alors, pas toutes, hein, je crois. Pas toutes. Doit-on garder l'indication du curage afin de proposer une signature dans les mêmes conditions? Alors, c'est une excellente question sur laquelle j'ai pas de réponse et on en discute souvent. Parce que effectivement, et là je rejoins un peu la généralité, c'est-à-dire de la désescalade à tout prix. Je pense que ce qui est extrêmement dangereux, c'est de tout désescalader en même temps. Parce que nous, on a une valeur thérapeutique, c'est sûr, mais on a beaucoup aussi une valeur informative. Moi, je me suis toujours posé le questionnement, quand on fait des ganglions sentinelles sans extempo, et où on retire 2 ganglions, et on nous répond qu'il y a un seul ganglion d'atteint. Est-ce qu'on doit reprendre systématiquement? Est-ce qu'on doit faire un curage, pas de curage? Comment on la considère? Est-ce que les radiothérapeutes vont irradier? Donc, en tout cas, il faut savoir qu'il y a certainement une perte d'information. Ça, c'est certain, c'est-à-dire que notre désescalade sur le plan ganglionnaire entraîne une perte d'information. Et que je pense que c'est toujours compliqué de dire ce qu'on doit faire de façon systématique sur les selles. Alors moi, je travaille très à l'ancienne, c'est-à-dire que je fais systématiquement de l'extemporané, j'embête beaucoup mon anapathe. J'ai systématiquement de l'extemporané sur ma tumorectomie et sur mon ganglion sentinelle. Donc je ne veux pas être amené à reprendre, donc je fais systématiquement en même temps que mon geste ganglionnaire sentinelle. Si elle est positive, je fais un curage axillaire.
Mais ça signifie que tu fais un curage si l'extempo est positif. Si l'extempo est positif, c'est un curage. Ouais, et que notre vision, pareil, sur la chimiothérapie néoadjuvante, on a été beaucoup les chantres à Hartmann, on en avait pas mal discuté avec Jean-Yves Pierregat à l'époque, on a été beaucoup les chantres du ganglion sentinelle pré-chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on considérait que l'information ganglionnaire pré-chimiothérapie était à la fois essentielle dans l'apport des données et en même temps ensuite après la stratégie thérapeutique, notamment pour les radiothérapeutes. Alors, je crois juste quand même pour finir de répondre à la question de Catherine, il me semble, alors, tu avais une diapo, je crois, qui montrait le pourcentage de patientes qui avaient juste un GS, qui est quand même de 30% ou quelque chose comme ça dans Responder. Donc c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Et dans le Forest Plot, c'est tout à fait indépendant. Enfin, le fait d'avoir un curage ou juste un GS, ça ne change rien. Ne change absolument rien au message. C'est ce que je mettais à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le geste ganglionnaire réalisé, c'était complètement indépendant du résultat et du score. C'est-à-dire que ça ne change rien et du pronostic. Donc après, je pense, pour finir de répondre à cette question, c'est aussi une question de pratique locale. Hein. Le curage n'est pas une obligation pour utiliser les résultats d'une signature, ni pour poser l'indication, ni pour utiliser le résultat d'une signature. Alors je rappelle juste que les résultats de Responder sont des résultats à 5 ans, que le risque de récidive ganglionnaire, parce que très souvent ces patientes-là ont eu de la radiothérapie. Alors il n'y a pas de radiothérapeute, mais de ce que les radiothérapeutes m'ont expliqué, c'est-à-dire quand ils font la radiothérapie en champ tangentiel, il y a de la radiothérapie qui est faite, même s'il n'irradie pas le creux axillaire, qui est faite sur la partie basse du creux axillaire. Donc il y a quand même un effet de la radiothérapie chez les patientes N+ axillaires, même s'il n'y a pas de radiothérapie axillaire. Et donc effectivement, il y a certainement des biais, mais on voit, moi j'ai tendance à voir quand même arriver depuis cette désescalade ganglionnaire. Alors c'est peut-être une vision, parce que ce qui nous marque, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais j'ai comme l'impression de voir plus de récidives axillaires que je n'en voyais. Voilà. Ouais, je ne sais pas si on peut le quantifier aujourd'hui précisément. Je pense qu'il y a beaucoup l'effet du train qui n'arrive pas à l'heure et qui me marque plus. D'autres questions pour Didier Bourgeois? On va conclure du coup. Je ne sais pas si... Yves, vous voulez dire un petit mot? Donc on va conclure alors. Donc d'abord en remerciant bien sûr d'abord nos hôtes de cette soirée. Magali et Didier pour les échanges et puis les topos. Vous tous pour l'interaction. Et puis bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir.